Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Anne de Bettencourt au micro de Tipping Point. Bonjour Anne. Bonjour Lucie, bonjour Romain. Bonjour Anne. Alors, si l'éveil ou le réveil écologique nous a touchés pour la plupart au cours de ces 10 dernières années, Anne, tu fais partie des précurseurs. Tu soutiens le vivant dans l'action depuis le début des années 2000. Tu vas nous raconter ton histoire, bien sûr, mais en quelques mots, tu as passé 15 ans au sein de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Et depuis, tu soutiens bon nombre d'organisations qui souhaitent se transformer pour aller vers des business régénérateurs. Tu fais peu de compromis avec ces valeurs écologiques au sens global du terme, puisque ce sont des valeurs qui te sont sincèrement chères et que tu incarnes depuis longtemps dans une forme de radicalité positive, si j'ai le droit d'utiliser ce mot, si ça te va. Allez, on se lance tout de suite si tu es d'accord. Qui es-tu, Anne ? Merci pour déjà cette présentation qui résume bien notre début de conversation. Qui je suis ? Je suis quelqu'un qui a démarré dans le marketing, la pub et la restauration rapide, le fast-food à l'époque, et qui aujourd'hui est convaincu que, à la fois, nous avons chacun notre part, évidemment, que les entreprises ont leur part pour transformer le monde dans lequel on n'est pas au taquet en ce moment, on va dire. Alors qui je suis ? Je suis quelqu'un, j'allais dire un peu comme tout le monde, qui part de zéro conscience écologique. Je suis née dans une famille dont c'était pas le sujet. On aimait la beauté du monde, la beauté de la nature, mais les enjeux écologiques n'existaient pas. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas du tout présents. Toute mon enfance, mon adolescence, mon début de vie professionnelle, ce sujet n'existait pas. J'ai démarré dans le fast-food. Donc, pour dire, j'ai démarré dans ce métier-là parce que je suis tombée sur quelqu'un qui était un créateur et un créatif né. Et en fait, c'est ça qui m'a plu avec mon premier patron dans cette entreprise s'appelait Freetime à l'époque. Et là, tout de suite, ça date, parce que ceux qui connaissent Freetime, déjà, ils peuvent situer à peu près. Moi, je ne connais pas, j'avoue. Voilà, ça fait mal. Donc, du coup, qui je suis quelqu'un qui, dans ces dernières années, en particulier ces 20 dernières années, s'est rendu compte de l'évolution du monde et a appris sur le tas, sur le terrain, ce qui se passait, pas forcément dans les livres, pas forcément dans la science, mais un peu à la rencontre des gens, ce qui se passait. Et effectivement, je me suis rendu compte il y a à peu près une vingtaine d'années, en regardant Ushuaïa, je fais partie de la génération Ushuaïa, de cette beauté du monde, et Nicolas, dans les Ushuaïa, commençait à se rendre compte de l'évolution du monde qu'il voyait, et moi, je l'ai suivi, comme tout un chacun, comme les gens de ma génération en ont suivi beaucoup, et au bout d'un moment, à force de rencontrer des scientifiques, il commençait à se poser de plus en plus de questions et à interpeller sur ces émissions du samedi soir, les téléspectateurs que nous étions, de ce qu'ils voyaient dans l'évolution du monde, puisqu'ils parcouraient la planète à peu près dans tous les sens. Et c'est comme ça que ma conscience du monde qui change est née. Et un jour, je lisais un article où il commençait à poser les mots de l'inquiétude qu'il avait du monde qu'il voyait évoluer. Et ça devait être au moment de La Maison brûle et nous regardons ailleurs de Chirac, le moment de ce sommet en Afrique du Sud. Et
Et là, moi, ça m'a interpellée comme une innocente que j'étais sur tous ces sujets. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser, à m'intéresser à ce qu'on commençait à appeler le développement durable. Je comprenais pas du tout ce que c'était que tout ça, mais vraiment pas. Hein. Il devait exister 3 bouquins. Là, on est dans les années fin des années 90. Alors, il y avait des pionniers. Merci de me dire les pionniers, mais il y avait bien plus de pionniers, évidemment, que moi. Moi, je peux peut-être faire partie des citoyens pionniers, mais encore. Et du coup, j'étais interpellée. Je me suis vraiment demandé ce qui se passait, mais de quoi on parlait. Et puis, fin des années 90, alors je pense que c'est fin des années 90, j'ai re-regardé la date l'autre jour, ou début 2000, j'ai découvert un livre. C'est souvent par les livres, je pense qu'il y a quand même des tipping points. Un livre qui s'appelle Il y aura l'âge des choses légères, de Thierry Casazian. Thierry Casazian était un publicitaire très convaincu, très pionnier. Les gens qui l'ont connu, il est décédé malheureusement il y a longtemps, et les gens qui l'ont connu ont dit qu'il était sûrement décédé de désespoir, tellement pour le coup il était seul dans ses idées. Et en fait, il a mis son talent, qui était un talent publicitaire, pour écrire un livre, pour essayer de proposer et d'imaginer d'autres façons de consommer, de vendre, de produire. Et donc, dans ce livre absolument incroyable, Il y aura l'âge des choses légères, il parlait de ce qu'on appelle aujourd'hui le covoiturage, des circuits courts, de fabriquer des robinets qui font de la brume un peu plutôt que de l'eau comme ça. Il parlait du partage donc de voitures dans un même immeuble, partage avec un taxi, enfin plein d'idées comme ça. Moi, j'étais dans le monde de la publicité à l'époque, j'étais en agence de pub, et ce livre m'a sidérée. Et avant de comprendre que le monde allait mal, je me suis dit un autre monde est possible. Et c'est là que mon engagement a démarré, et que j'ai compris, et que j'ai commencé à comprendre, à apprendre, à creuser les choses, mais avec la conviction dès le départ, comme je l'avais vu, que d'autres choses étaient possibles. C'est ce qui a été mon premier tipping point. J'allais dire que j'ai eu déjà un tipping point avant de me rendre compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Quasiment, si je veux le résumer comme ça. Et ça a été le démarrage de mon engagement, parce que ce monde qu'il proposait avait quelque chose d'enthousiasmant, puisque c'était extrêmement créatif et extrêmement vivable. Enfin, je veux dire, il proposait d'autres formes de vie, mais c'était fait de façon publicitaire. Il avait la campagne de pub dedans, tout. Enfin, c'était assez génial. Donc voilà. Donc qui je suis, pardon, c'était long, mais une citoyenne qui petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, s'est dit tiens, peut-être qu'il faut qu'on fasse autrement. Et ça donne quoi alors chez Freetime ? Alors rien du tout, parce que là j'étais plus chez Freetime. D'accord. J'étais dans une agence de pub à l'époque. Et là, ça allait pas du tout avec ce que je faisais en tant qu'agence de pub. J'essayais de donner des notions à mes clients, je travaillais pour une société de restauration collective à l'époque, la restauration pour les enfants, des cantines pour les enfants. Mmh. Et on a réussi quand même à faire une campagne qui était les fruits et légumes de saison, pour faire des petites animations pour les enfants. Et donc ça a démarré comme ça, mais bon, là on est en tout début des années 2000, 2002 je pense, 2003, 2004 quand j'étais là. Bon, on se dit c'est sympa, voilà. Donc on essaye de mettre un peu de choses dans la pub, mais c'est sympa. Et puis moi, pour être honnête, j'apprends en marchant, d'accord. Donc je me sens pas une grande experte. Mais à un moment, on est en 2005, et là à un moment je dis là, par contre, j'ai juste envie de dire à mes clients, avant d'investir dans la pub, c'est-à-dire ce qui me fait vivre, hein, quand même, je dis, vous devriez plutôt regarder comment vous faites, comment sont mobilisés vos salariés, comment occupez-vous de vos salariés, de vos clients, avant peut-être de faire de la pub. Bon, mais je sais pas exactement par quel bout le prendre, c'est que c'est quand même mon métier. Et puis à un moment,
l'agence va pas très bien, on est racheté par un gros groupe, et là j'en profite mais à fond il va y avoir une charrette, comme on appelait ça à l'époque, et je me propose dans la première charrette. Donc c'était assez confortable parce que du coup j'ai un accord de départ, et là je décide de changer et de reprendre des études. Et je reprends des études, et là ma réflexion me dit comment je peux faire pour faire changer le monde de l'entreprise, parce que moi je connais rien à l'écologie, hein, voilà. Mais je dis par contre je connais le monde de l'entreprise, et du coup je reprends des études et je fais un master en achat, parce que je me dis dans les entreprises c'est plus facile de mettre la pression sur les fournisseurs que sur soi d'abord. Donc peut-être que ça sera plus facile de rentrer par les services achats pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec ces fournisseurs avant peut-être de travailler sur soi, mais en tout cas comme ça. Donc je fais un master achat, et en même temps je prends des cours sur le développement durable, ce que j'ai découvert qu'il y avait quelques cours au CNAM. Vous savez, il y a des sessions au CNAM, des petits modules. Donc j'essaye de mixer ça. Et puis je rentre dans une entreprise, chez Bouygues Télécom en l'occurrence, qui me donne la possibilité de faire une mission achat responsable. La personne qui s'occupait des achats était assez visionnaire, je pense, et se dit ouais, il y a peut-être quelque chose quand même à regarder. Et donc moi je fais mes premières mes premières armes, j'allais dire, j'aime pas ce mot, mais enfin quand même vraiment, alors j'apprends en marchant sur ce sujet-là, et comme ça je découvre ce qu'il est, les difficultés, l'insouciance, j'allais pas dire l'inconscience, mais l'insouciance de tout à chacun. Je me rappelle toujours avoir proposé à la responsable marketing de lui avoir dit, mais si on récupérait les téléphones dans les boutiques, que les gens changent parce qu'il faut les changer puisqu'on a envie de leur vendre autre chose, et on les revend à des gens qui ont moins les moyens, ou des enfants ou autres. Et là, je parlais mais vraiment chinois à l'époque. Et moi, j'étais pas suffisamment sûre de moi pour pouvoir. D'abord, j'étais en mission et je n'étais pas sûre de moi suffisamment pour aller au bout de l'idée. Mais comme quoi, tout ça, des choses arrivent pas si longtemps après. Et puis là, à force d'en parler à tout le monde, parce que du coup, vous savez, quand on se passionne pour un nouveau sujet, on en parle à tout le monde. Et puis j'en parle à ma sœur, entre autres, qui avait eu une expérience politique rapide puisqu'elle a été secrétaire d'État à la lutte contre la précarité et l'exclusion dans le gouvernement Juppé, suivi de je sais plus, voilà. Bref, elle a fait ça. On cherchera. Donc, et elle a fait partie des personnes de la société civile qui sont pas restées très longtemps dans ce gouvernement-là. Il y a eu une charrette aussi. Et puis là, elle m'entendait parler de tous ces sujets environnementaux, etc. Elle me disait, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose, d'aller un peu plus loin? Elle avait eu quelques années avant elle avait participé à une émission avec Nicolas Hulot et Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, avec qui elle avait créé le SAMU social. Et Nicolas, à l'époque, avait fait partie quand même des personnes qui avaient extrêmement sensibilisé Jacques Chirac, justement avec la Maison Brûle et autres, et nous regardant ailleurs. Et elle s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de le contacter et de voir, on sait jamais, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Donc là, on est en 2004 ou 2005, on le contacte, elle le contacte, et lui dit, justement, ça tombe bien, je suis en train de réfléchir à quelque chose pour les élections de 2007, j'aimerais qu'on mette l'écologie au cœur de l'élection de 2007, et ton expérience, certes rapide, mais en tant que société civile, dans le monde politique, peut être super intéressant pour savoir comment aborder les sujets avec le monde politique. Et donc, on a commencé à travailler, à tâtonner, à travailler, à se dire comment on pourrait faire pour mobiliser les politiques et en utilisant évidemment les citoyens. Nicolas était connu parce qu'il avait Ushuaïa à l'époque. En 2005, il a su qu'il était un peu plus
suivi, puisqu'on a lancé le défi pour la Terre. Enfin, ils ont lancé à la Fondation le défi pour la Terre, qui a été le premier sujet un peu de mobilisation. Il y a eu quand même plus de 400 000 signatures, je crois, des gens qui ont dit qu'ils s'engageaient. Et donc, on a commencé à travailler sur ce qui allait être le pacte écologique de 2007, avec la Fondation, avec une équipe de bénévoles, pour qu'on puisse comprendre. Et moi, mon rôle, c'était, en tant que citoyenne, de se dire, d'être un peu l'interface avec les scientifiques de la Fondation, etc., pour aussi dire les messages que je comprenais ou pas. Parce que je n'étais pas une scientifique, je connaissais pas les sujets, donc du coup, j'étais convaincue, mais je comprenais pas tout ce qui était expliqué. Et donc, je faisais un peu l'interface, j'allais dire, en tant que citoyenne. J'étais le rôle de la citoyenne, en disant, là, je suis désolée, mais je comprends pas ce qu'on dit. Et donc, je faisais un peu la traductrice, peut-être, sur tout ça. Donc voilà comment tout ça a démarré. C'était quoi les sujets de prédilection à l'époque, en tout cas ceux qui étaient mis en avant pour essayer de sensibiliser? Alors les sujets et le dada de Nicolas à l'époque, c'était de se dire il faut qu'on remonte dans l'échiquier politique, et donc au niveau du gouvernement, le sujet de l'environnement qui n'existait pas. Enfin, il y avait de temps en temps, il y a eu des ministres de l'environnement, et qui ont d'ailleurs qui ont fait des choses, Corinne Lepage ou Michel Barnier, autres. Il y a eu toujours des ministres de l'environnement, mais plutôt très bas dans l'ordre politique. Et on sait qu'un ministre a du pouvoir en fonction de l'ordre dans lequel, quand il y a un nouveau gouvernement, le secrétaire général de l'Élysée lit la liste des ministres. Voilà, c'est comme ça. Faut pas se cacher. Et donc, l'idée phare du pacte écologique, c'était de proposer, d'abord de demander aux citoyens de mettre la pression pour que l'écologie puisse être au cœur de tous les programmes, pas d'un seul programme, de tous les programmes, et puis d'avoir cette idée qui était d'avoir un vice-premier ministre, c'était comme ça qu'on l'avait exprimé, en l'occurrence, un vice-premier ministre en charge de l'écologie et du développement durable. Pas que de l'écologie dans le sens naturaliste, mais du développement durable pour intégrer les sujets économiques. Et c'était la première, la mesure phare. On parlait d'économie, on a parlé d'économie de fonctionnalité, d'économie circulaire, dans ce livre qui est le paquet écologique, qui a été pas mal acheté, à mon avis pas tant lu que ça, mais en tout cas pas mal acheté, et qui nous a permis d'agir et de faire les actions qu'on a mis en place. Mais il y avait beaucoup de choses autour de l'économie, parce que la conviction aussi, c'était de dire, ça n'est pas que protéger la nature, bien sûr. On va pas se cacher, c'était très important. Mais si on ne commence pas à en parler sur un plan économique, si on ne le lie pas avec le social, il y a rien qui changera vraiment. Et donc, on avait commencé à parler et du monde politique, donc, et de l'économie. Il y avait beaucoup de sujets liés à l'économie dans le pacte écologique. Donc voilà comment j'ai été le grand plongeon dans l'engagement environnemental. Ça veut dire quoi pour toi s'engager ? S'engager, c'est croire à quelque chose et faire son possible. Avec ses moyens. Et moi, mes moyens, c'était de pouvoir défendre des idées quand j'y crois. Et du coup, j'étais pas une scientifique, donc je n'ai jamais défendu des idées scientifiques, j'ai jamais dit que j'étais capable d'expliquer. Et d'ailleurs, je me suis pas tant plongée que ça sur les sujets scientifiques du climat, de la biodiversité, parce que c'est d'autres compétences. Par contre, je connais le monde de l'entreprise et j'ai la capacité de pouvoir peut-être, inspirer ou convaincre des gens du monde de l'entreprise de se dire, on peut y aller. Et donc, s'engager, c'est s'engager à son niveau sur ce que l'on croit et avec les moyens qu'on a et ce qu'on peut faire.
Voilà, j'ai eu des coups de mou, hein, comme beaucoup. J'ai eu des moments où je me suis dit qu'on n'y arriverait jamais, et que on n'en faisait pas assez, qu'on n'y arriverait pas. Copenhague 2009 a été un moment très très difficile pour toutes les personnes qui étaient un peu dans les sujets écologiques, parce qu'on s'est dit là on n'y arrivera jamais. Et puis à un moment, on retrouve, voilà, on plonge un peu, et puis on se dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Et voilà, il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats là où on peut, là où on pense qu'on a un peu de talent, et y aller. On peut pas tout embrasser. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Et ma deuxième conviction de s'engager, c'est s'engager à faire des choses qui ont potentiellement une petite chance de réussir. Parce que le sujet où on se dit on se bat contre des murs, par exemple, essayer de convaincre des gens qui sont totalement climato-sceptiques, alors moi, ça, jamais. Je ne m'y mettrai jamais. C'est perdre toute son énergie pour que ça serve à rien. Donc, j'ai fait le choix dans tout mon engagement de me dire, je fais des choses à mon niveau, mais là où peut-être on gagne pas à tous les coups, hein, sinon on n'en serait pas tous là. Mais quand même, sur des choses sur lesquelles on peut avoir des satisfactions. Si on n'a pas de satisfaction, on se démoralise. Moi, j'ai décidé de faire de la radicalité positive, tu en reparlais, mon mantra, parce que j'ai dit, on peut être radical, mais on peut aussi avoir de la joie, avoir de la satisfaction de ce que l'on fait, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais s'il y a une goutte d'eau qui change dans l'océan, alors l'océan change. Bon, moi, c'est ma façon de voir les choses. Alors, on refera un saut dans le temps, mais maintenant, aujourd'hui, ton avis, c'est quoi ? T'es optimiste, on va y arriver, c'est possible ? Bien sûr. Bien sûr. D'abord parce que on a des preuves que des changements radicaux sont possibles. Je vous remets en février 2020 et je vous interroge en vous disant le monde va changer dans un mois et le monde va se mettre en télétravail. On va travailler totalement différemment, on va voyager pas. Même si on a de l'argent, on pourra pas sortir et on va travailler différemment en tout cas. Combien sont les chefs d'entreprise ? Vous étiez chef d'entreprise. On vous dit ça. On fait un sondage auprès de chefs d'entreprise. Combien disent c'est possible de faire ça en une semaine ? Même en un mois, un an. Pas beaucoup, certainement. Bon, certainement, et je pense que surtout, personne n'avait même l'idée de poser la question. Donc comme ça, déjà, ça résout le problème. Or, cet adage qui dit « c'est au pied du mur qu'on voit le maçon », c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. On s'est mis à changer totalement notre façon de faire en une semaine, à tous les niveaux, parce qu'on n'avait pas le choix. Alors malheureusement, quand tu dis est-ce qu'on y croit ou pas, je crains que malheureusement on ne change que quand on n'a pas le choix. Mais on n'en est pas loin de pas avoir le choix, d'accord ? Donc pour rester un peu optimiste. Mais donc, je crois en cette capacité incroyable de l'être humain, quand il a pas le choix, de pouvoir avoir une capacité d'adaptation, d'évolution, de création qui est dingue. Donc moi, c'est ce en quoi je crois. Sinon, il faut arrêter. Et comme j'ai pas tellement envie d'arrêter, en tout cas tant que je suis sur cette terre, je crois que c'est possible. Et quand même, on a des exemples qui montrent que des changements radicaux sont possibles. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Tu as vu autour de toi, aujourd'hui ou à l'époque, en tout cas, par les actions que vous meniez, des personnes ou des entreprises se transformer de manière radicale ? Oui. Alors, c'est pas au créateur de Tipping Point que je vais dire le contraire. Oui, parce que vous le voyez on le voit bien dans vos interviews. Il y a un moment, pour des raisons, je pense qu'on ne peut pas franchement prédire. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe dans les neurones ou je ne sais pas quoi, dans le cœur, dans le ventre, j'en sais rien. Il y a un moment où il y a un déclic et on se dit il y a un avant et un après. Qu'est-ce qu'on en fait, c'est autre chose. Mais ce déclic, il arrive sur plein de sujets d'ailleurs, sur celui-là ou d'autres.
On disait souvent, on est passé de l'insouciance à l'inconscience à l'impuissance. On est insouciant, on pense à rien, on est inconscient, on se dit bon, tout va bien, on va y arriver. Puis l'impuissance, parce qu'on se dit, on a fait ce déclic, on a ce déclic dans sa tête et on se dit mais comment on fait maintenant? Et c'est là où les sujets sont bien plus compliqués. Mais oui, il y a un moment, parce que aujourd'hui, nombre de grands patrons que j'ai rencontrés sont poussés par leurs enfants, leurs ados, leurs jeunes ados, par leurs salariés ou par d'autres, parce qu'on voit par la météo. On le sait que c'est pas la science du climat, la météo, et pourtant, malheureusement, elle nous aide, entre guillemets, à la prise de conscience. Parce que quand on voit ce qu'on a vécu cet été, quand on voit ce qu'on a vécu, les feux incroyables l'année dernière, le retentissement qu'ils ont eu, même s'il y en a tous les ans. D'accord. Sauf que l'année dernière, on en a parlé énormément de tous les feux donc, tout ça, ça aide à la prise de conscience. Et oui, je crois très, très sincèrement avoir vu des gens qui, intimement, sont passés de l'insouciance à l'impuissance, ou en espérant pas l'inconscience. Et après, à l'action. Ça me fait penser, on avait écouté un podcast avec Pascal Demurger, patron de la Maïf, qui disait quand on ne sait pas, c'est de l'inconscience. Donc on a eu cette insouciance. Après, on a eu cette inconscience. Mais maintenant qu'on sait, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est de l'inconséquence. Ou de l'impuissance. Parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Parce que c'est complexe. Rien n'est simple. Ni à titre individuel, ni à titre collectif. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent le matin en se disant « Je veux laisser à mes enfants et à nos enfants un monde encore plus pourri qu'il est aujourd'hui. » Il y en a peut-être, mais enfin bon. C'est même pas, même des pires climato-sceptiques, c'est pas leur intention. Donc, le sujet, c'est de se dire, mais par quel bout on le prend? Quand je suis chef d'entreprise, j'ai 10 000, 100 000 salariés, j'ai 100 000 personnes, familles, qui vivent avec le modèle économique que j'ai aujourd'hui. Par quel bout je le prends? On est, et c'est là où on est un peu dans l'impuissance. Et c'est pour ça que, moi, je trouve que quand il y a des choses qui sont intéressantes, c'est quand il y a des personnes qui se disent, on peut pas tout changer. Le grand soir, c'est impossible. D'accord? On va pas ni à titre individuel, on n'y croit plus, ni à titre collectif. C'est impossible. Par contre, l'expérimentation. Des entreprises, j'ai souvenir d'avoir rencontré des gens, alors souvent des entreprises familiales, mais pas toujours, mais qui ont par définition une vision long terme. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, ce sont des acteurs importants dans l'époque qu'on vit actuellement, parce qu'ils ont plus une vision long terme que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que les autres, mais ils ont par définition cette vision long terme. Et donc, j'avais rencontré, je me rappelle, Noroto, qui est de Mobivia aujourd'hui, et qui avait fait quelque chose j'étais à la fondation, donc il y a longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années, il s'était dit, il faut qu'on crée nos métiers de demain. On peut pas le faire en interne complètement, en révolutionner l'interne, mais par contre, ils avaient créé un incubateur, ils finançaient à 49% des startups pour des gens qui testaient des modèles économiques, pour les aider à tester leur modèle autour de la mobilité, puisque c'est quand même leur sujet, et de pouvoir aider des gens qui avaient des idées à déployer des modèles qui peut-être demain allaient vivre ou pas. Et en fait, il s'était dit, il faut qu'on ait de la création, qu'on mette notre argent en recherche et développement dans de l'expérimentation, pas dans des études qui nous disent comment demain notre métier va mourir, parce que ça, il n'y a pas besoin de faire des études, on va le savoir. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc ça, cette capacité à se dire, il faut qu'on puisse investir sur l'innovation, l'expérimentation, tester, tenter des choses. Oui, moi, je crois que c'est une façon de sortir de l'impuissance, en tout cas. Donc ça demande un peu d'investissement, ça demande du courage,
Ça demande de la conviction, ça demande des gens qui appuient ça et qui le font. Mais c'est comme ça qu'on peut petit à petit se dire, tiens, alors il y a des choses qui vont fonctionner et donc on peut basculer. Voilà. C'est comme ça qu'on évite peut-être ni le grand soir dont on pouvait rêver à un moment, bon, ça j'y crois pas, ou le grand chaos. Voilà. Donc, si on veut éviter le grand chaos, je sais pas si on arrivera à éviter le grand chaos. J'espère juste que même s'il y a un grand chaos, il sera créatif. Voilà. En tout cas, moi, je m'accroche à ça parce que je ne vois que ça qui peut aider à continuer à faire ce qu'on fait. Et du coup, où est-ce qu'on va chercher cette créativité? Où est-ce qu'on va chercher cette capacité d'adaptation, d'évolution que l'on a tous? Tous. Même les climato-sceptiques, même les gens qui n'ont pas envie de changer. Personne n'a envie de changer. Quand on est dans son confort, mais on n'a pas envie de changer. Moi, je me mets la première. Enfin, j'ai pas de... Voilà, je suis pas mieux que les autres. Donc, alors après, par conviction, on évolue, mais lentement quand même par rapport à ce qu'on devrait faire. En tout cas, pour moi. Ouais, j'allais te demander justement, qu'est-ce que toi t'as mis en place, en tout cas peut-être déjà à l'époque, ou est-ce que tu vois, il y a des choses à titre individuel où tu te dis ça, je peux pas continuer à le faire. Alors, c'est exactement ça. Alors la première chose que j'ai faite dans le changement, c'est arrêter de fumer. Alors, je sais pas ce que ça fait pour le climat en l'occurrence, mais en fait, j'ai ma dissonance quand j'étais à la fondation. Elle était, je peux pas demander aux gens de changer de comportement si moi je suis pas capable de faire ce changement-là, ce premier changement. Et on sait bien, pour ceux qui ont été fumeurs, qu'il y a ce qu'on dit, ce qu'on pense dans la tête, ce qu'on raisonne, et puis ce qu'on est capable de faire. L'addiction, dans tout son sens, que ce soit l'addiction à la cigarette, à la consommation, à tout ce qu'on veut, bah c'est de l'addiction. Donc, et là encore, bah j'ai eu la chance, ça m'est venu un jour comme ça. Je me suis dit, je veux retrouver ma liberté de pouvoir être en phase avec moi-même, et ça a été mon premier pas. Ensuite, pour les voyages, je suis devenue végétarienne pendant longtemps. Et puis après le Covid, je dois reconnaître que le fait de manger mon plat de légumes toute seule à Noël après le Covid m'a déprimée. Donc je reprends de la viande de temps en temps en fonction des moments, voilà. Bref, donc j'adapte, je fais des choses, je bouge aussi et je me prends des pas à pas pour changer, mais j'en vois comme tout le monde toute la difficulté de sortir de sa zone de confort et d'évoluer. Donc je suis voilà, si c'était si facile que ça, et pour avoir rencontré beaucoup d'écologistes, ils sont tous pareils, tous humains, tous avec leurs incohérences, évidemment, en tant qu'humains. Donc, il y a ce qu'on pense, ce qu'on dit dans la tête, et puis ce qu'on a dans le cœur et les tripes, et puis après, la façon dont on le fait au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un chemin. Et toi, tu proposes... En tout cas, quand tu t'attaques à ces sujets-là, je crois que tu aimes bien le faire par l'appreciative inquiry. C'est pas très bien prononcé, mais on a compris. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ça parle malheureusement pas encore à tout le monde. Ouais. Et pourtant, c'est d'une simplicité incroyable. C'est une méthode, effectivement, qu'on appelle donc l'approche appréciative, l'exploration appréciative, qui part d'un principe tellement simple, qui est de dire, il est plus efficace, plus pragmatique, plus utile de s'appuyer sur les forces, les talents, les compétences en présence plutôt que de combler les vides. Donc, pour dire les choses, quand on est face à un challenge, on a deux solutions. Soit on regarde tout ce qui manque, tous les problèmes qu'il faut résoudre, soit on se retourne et on se dit qu'est-ce qu'on a comme force en présence, quelles sont les forces qu'on a mis en œuvre pour affronter ou pour surmonter d'autres challenges et en quoi ça peut nous inspirer. Par exemple, si on reparle cette fameuse date de mars 2020 dont on se souviendra tous très bien, combien sommes-nous dans les entreprises à avoir pris un tout petit temps pour se dire
Comment on a été capable de s'adapter en une semaine à quelque chose que personne n'avait écrit, personne n'avait prévu. Il n'y avait pas de manuel de je mets l'entreprise en télétravail en une semaine. Est-ce qu'on a appris qui a été initiateur d'idées à ce moment-là? Qui a travaillé spontanément avec un tel? Parce que tout le monde était au même niveau. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on s'est organisé? Qui a proposé quoi? Comment on a fait? En quoi cette expérience incroyable dans la vie d'une entreprise, d'une nation, du monde, en quoi on en a extrait des enseignements? Parce que l'adage qui dit on apprend de nos erreurs, bon, certes, mais on apprend aussi surtout de nos réussites. Et donc, l'appreciative inquiry, elle part de ce principe-là. Elle part du principe que les gens répondent aux questions qu'on leur pose. Donc, si vous leur posez des questions qui sont « Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème ?», ils vont se focaliser sur le problème. Si vous leur posez la question de « Raconte-moi un moment où tu as eu un changement important dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quelles ont été les forces, les compétences que tu as mis en place toi et avec d'autres peut-être pour y arriver? Et qu'est-ce que tu verrais pour le futur, pour tes prochains challenges? » Je vous promets que les réponses sont pas les mêmes. Et que la capacité d'idées des uns et des autres est pas la même. Donc, voilà, dans les entreprises, on fait toujours des retours d'expérience sur les échecs. On fait presque jamais de retour d'expérience sur les réussites. Et moi, je pense qu'on a un potentiel incroyable à pouvoir se nourrir de ça pour faire face aux challenges qui sont devant nous. Donc, c'est simple, cette approche appréciative, elle part de ce principe, donc, qu'il faut renforcer les forces et les talents plutôt que de combler les vides. Et il part d'un deuxième principe, que depuis la nuit des temps, l'évolution, la transmission, c'est toujours faite par le récit, par les histoires, et pas par les bullet points sur un PowerPoint. Donc, on n'embarque pas des gens dans un projet de transformation avec des bullet points sur un PowerPoint. C'est tout. Donc, c'est tout. En tout cas, ma conviction, c'est que on parle souvent de récits, de nouveaux récits. Et pour se dire que des nouveaux récits sont possibles, il faut s'inspirer des récits réels, des récits des gens, de ce qu'ils ont réussi. Pas le grand récit, le récit des uns et des autres. Racontez-vous ce soir, en famille, raconte-moi un moment dont tu es particulièrement fier, où tu as réussi à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour le mettre en place? Est-ce que les parents, que vous êtes peut-être ceux qui écoutent, quand ils reçoivent les notes de leurs enfants, combien de temps vous passez sur quoi? Soyez honnêtes. Le 80-20. On n'a pas encore les notes. Elles sont trop petites. Mila est encore trop petite. Mais je pense qu'on aurait tendance à se focaliser, si j'ai un 14 sur 20, sur les 6 points qui manquent pour avoir le 20 et où sont les erreurs, plutôt que d'aller regarder qu'est-ce qui a permis d'avoir les 14. Ça, c'est parce que t'étais une bonne élève. Ouais. Moi, en tant que cancre, si tu veux, j'étais toujours hyper content qu'un 14, ça m'allait. Oui, mais les parents. Non, ouais. Que fait le parent? Oui. Que fait le parent? Oui. Est-ce que le parent va poser la question de se dire à un moment, parce que il va y avoir 5 notes à 10 même, ou à 12, ou à 15, j'en sais rien, et une à 8, on va passer 80% du temps sur le 8. Bien sûr. Mais est-ce qu'on a passé du temps à se dire qu'est-ce que tu as mis en place toi dans ta routine, dans ta façon de faire pour que tu arrives à ces 14? En fait, c'est ça. Et je pense que le sujet que l'humanité a face à elle, c'est de dire on a vécu des transformations dingues dans l'histoire de l'humanité, même dans l'histoire d'une vie. C'est incroyable. Est-ce qu'on s'inspire de notre capacité à s'adapter, à créer à partir des situations d'évolution qu'on a eues? Moi, je pense que c'est un manque, pour le coup, dans notre société. Et pour quelle raison? T'as un décryptage de ça? Alors, quand j'en parle dans les entreprises ou autour de moi, et quand je leur dis aux gens, racontez-moi ce que vous faites de bien, ce dont vous êtes fiers dans votre métier, la première réaction, c'est de dire, mais je suis payé pour ça. Oui, mais... La deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a une fausse modestie, une fausse humilité. Moi, je l'appelle comme ça, parce que je pense que,
on a l'impression, ou en tout cas on nous a mis depuis notre système d'éducation, depuis le début, que c'est se gargariser de ses réussites, c'est vraiment une forme d'ego mal placé ou de comment on appelle ça, d'instinct de supériorité ou on dévalorise le fait de valoriser les réussites depuis le début, depuis notre tendre enfance. C'est normal quand ça réussit et c'est anormal quand ça échoue. Et donc, on s'appuie sur le anormal. Mon décryptage, c'est que on ne voit pas, on ne met pas la valeur, on choisit pas ses combats, quoi. On se dit pas où est-ce qu'on met de la valeur. Est-ce qu'on met de la valeur sur ce qui va pas, ou est-ce qu'on met de la valeur aussi sur ce qui va? Et on s'en inspire. Et ça, est-ce que c'est pas aussi un peu lié à la culture judéo-chrétienne où en fait on doit souffrir au travail, on doit exactement. Il faut souffrir pour être belle, ma fille. Anne fait le signe de l'autoflagellation, mais c'est un peu ça. Est-ce que ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que en Asie, est-ce que dans d'autres cultures, on peut plus facilement aller regarder. Je dis ça et j'en suis vraiment pas convaincue, mais est-ce que c'est lié à ça aussi? Alors, j'ai pas fait l'étude poussée, évidemment. Tout ce que je me rends compte que cette approche, enfin en tout cas formalisée, est née aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il y a plein d'inconvénients sur beaucoup de choses, mais ils ont cette capacité à pouvoir dire ce dont ils sont fiers. Assez plus facilement. C'est socialement plus acceptable de dire qu'on réussit. En France, en tout cas économiquement parlant, même c'est presque une honte de réussir. Mais si on réussit pour les bonnes causes, pour la bonne raison, pour les bonnes choses, on peut réussir et faire des choses très bien, et on peut réussir en faisant des choses très mauvaises. Ça, c'est pas le sujet, c'est pas le fait de réussir. Donc, je pense qu'on n'a pas une culture de valorisation de ce dont on est fier et des réussites. J'ai aussi le sentiment qu'on manque de belles histoires aussi. Nous, on s'est rencontrés. Mais aussi parce qu'on en manque en quantité, je trouve. On s'est rencontrés, exactement. On s'est rencontrés, nous, chez Ulteria, à l'Ulteria Tour, avec Alexis Nollet. Moi, je le vois, il est sur mon fil LinkedIn régulièrement, mais il n'est pas sur celui de tout le monde. C'est un modèle de réussite. Exactement. C'est un modèle d'entrepreneuriat. Oui. C'est un modèle de volonté de redonner aux vivants, de redonner à des territoires. Or, quand on voit des mecs qui réussissent, ceux qui sont aussi parfois dans mon fil LinkedIn, ou ceux qu'on entend souvent, c'est des mecs comme Musk, c'est des mecs comme Bezos, exactement. Et c'est des mecs qui marchent sur les gens. Exactement. C'est des mecs dont l'éthique est quand même pas extraordinaire. Exactement. S'ils s'investissaient un peu plus en innovation sur l'éthique, etc., moi je trouverais ça fort. Mais aujourd'hui, ils cherchent à tout prix de se barrer de cette putain de planète. Exactement. Donc, j'ai aussi le sentiment qu'on manque en quantité, parce qu'on va pas les chercher, mais de personnes qui sont vraiment inspirantes. Un Demurger, un mec comme Éric Duverger qui monte la CEC, mais c'est extraordinaire. Exactement. C'est extraordinaire. Et on n'en a pas assez. Mais parce que je pense qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, il faut marcher sur la gueule des gens pour, voilà. Exactement. C'est pas ça la réussite. Et ça, c'est vraiment, il y a sûrement des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, j'en sais rien. En tout cas, pourquoi réussir? Ce sont effectivement des gens qui écrasent tout sur leur passage. Pourquoi c'est ça le modèle de réussite? Si on voit effectivement les leaders, l'image du leader charismatique, c'est exactement ce que tu dis. Alors, comment on fait évoluer ça? Mon sentiment, c'est que ces mecs-là, ils auront un jour aussi un tipping point. Ils auront aussi un jour un tipping point. Ils ont peut-être. Ils basculeront un jour. Voilà. Bon. Et leur tipping point, ils l'ont peut-être, mais en fait, ils sont aussi. Alors, je ne connais pas ces gens-là, j'en sais rien, mais c'est aussi des humains qui ont forcément un cœur, même si, en tout cas, on le voit pas complètement là. Mais qu'est-ce qu'il est. En fait, on répond à des modèles, en fait. Et le modèle de réussite aujourd'hui, si on veut dans le modèle de réussite,
c'est malheureusement pas celui d'Alexis. Voilà. C'est marrant, Et pourtant. Ouais, et pourtant. Et on a besoin de compteurs. Ce qui est aussi je trouve, le point important chez un Alexis ou un Demurger ou autre, c'est que ce sont des gens qui savent compter. Moi, je crois qu'il faut aller chercher, et c'est pour ça que je remercie aussi ce que vous faites avec Tipping Point ou autre, mais c'est qu'il faut valoriser les histoires. Il faut des gens qui savent raconter. Et un Alexis Nollet, moi, on l'écoute sans... parce qu'à la fois, c'est extrêmement pragmatique. Il est un entrepreneur les pieds sur terre. Il est pas... c'est pas que dans sa tête, c'est dans le réel. Et donc, c'est du vrai. C'est des récits qui sont vrais. C'est des récits qui sont issus de l'histoire que petit à petit, step by step, il évolue et il fait évoluer son projet. Il le dit lui-même, il n'a pas démarré écologiste. Hein. Enfin, il est même pas... Non, mais il a démarré sur des envies de vivre différemment, etc. C'est magnifique, son chemin. Je vous incite à réécouter le Tipping Point d'Alexis Nollet. Et c'est marrant, c'est Mehdi Berrada, qu'on a interrogé aussi dans Tipping Point, agronutrice, entreprise libérée, entrepreneur fantastique aussi. Il était à Big la semaine dernière, organisé par BPI, donc il venait pitcher agronutrice, et notamment il venait parler de son modèle d'organisation libérée, de la façon dont il a redéfini la gouvernance de l'entreprise, enfin un truc extraordinaire. Je vous invite à écouter son épisode aussi. Et il conclut en fait son intervention en disant: dans le monde, il n'y a pas de salauds, il n'y a que des enfants perdus. Ah, génial. C'est génial. Ouais. Je pourrais être vraiment proche de cette conviction-là. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait tenir. C'est ce qui me fait tenir parce que ce dont on parle aussi, ces modèles de leadership qu'on a actuellement, malheureusement, qu'on vénère, sont ceux qui ont le pouvoir. Et quand on fait basculer peut-être un Elon Musk un petit peu, si jamais on pouvait, le pouvoir qu'il a derrière, il est énorme. Donc, je ne connais pas Elon Musk et je ne suis pas sûre que j'aurai un jour la possibilité de le connaître. Peut-être qu'il écoute ce podcast, mais on ne sait jamais. Je trouve que... Et pourquoi moi je crois au monde de l'entreprise et pourquoi je crois que on peut et on doit croire à l'évolution potentielle de l'entreprise avec toute la complexité et évidemment les difficultés que c'est, mais c'est parce que ça démultiplie les effets, dans un sens ou dans un autre. Ouais. Donc, faire évoluer une entreprise un petit peu, faire évoluer un ou une patronne d'entreprise un petit peu, ça a des conséquences énormes. Et donc, je trouve que c'est là, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je m'intéresse au monde de l'entreprise depuis toujours. C'est parce que ça a une vraie capacité de changement. Je sais pas si vous avez lu il y a quelque temps l'étude de Carbone 4 qui disait sur quoi quel était l'impact de nos changements individuels ou l'impact évidemment des changements économiques, du monde économique ou du monde des collectivités, enfin de l'État dans les structures. Il n'y a pas photo. Je crois que je sais plus. Même si on faisait tout en tête à titre individuel, tous les individus de la Terre faisaient tout parfaitement. Alors, pardon Carbone 4 si je dis des bêtises, mais je crois que c'est moins de 20% d'impact. On peut pas, même si on faisait tout parfaitement, parce qu'on a des infrastructures qui sont très lourdes, parce qu'on a des modèles d'entreprise qui sont lourds à bouger. On est dans le Titanic. Donc tout changement, toute évolution qu'on peut avoir du monde de l'entreprise, avec ces gens qui sont aussi parfois des enfants perdus, je trouve que cette expression est magnifique. C'est qu'il faut aider ces gens, tous, on doit s'aider à mettre là où on a du pouvoir, à pouvoir peut-être faire évoluer les choses dans le bon sens, parce que y a pas que des gros vilains, quoi. Oui, pour les individus, c'est pas une raison pour continuer à prendre 20 fois l'avion par an, quoi. Certains... La parenthèse bien placée de Romain. Ça sert à rien.
On est d'accord. On doit agir quand même, mais on doit agir, voilà. Et c'est là où moi je parlais, et je rejoignais Pascal Demurger sur l'inconséquence. C'est quand on sait en fait que prendre l'avion 20 fois par an, on sait que c'est pas bien. Continuer de le faire en disant, mais j'en ai besoin et je sais pas si prendre l'avion ça a le même effet qu'une cigarette. Je sais pas si l'effet d'addiction est le même. Et c'est en ça que je me dis, déjà divise par 2. Le nombre de fois où tu prends l'avion, c'est déjà génial. Carrément. En fait, ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que je vois dans mon chemin, c'est qu'il faut avoir des sources de satisfaction. Et quand on a des sources de satisfaction et qu'on se le valorise, ça permet d'aller plus loin sur la fois d'après. Si on est... moi, quand j'ai démarré dans mon engagement écologique, tout le monde en entendait parler autour de moi. Alors, je vais vous dire que dans les années 2000, j'étais détestée de tout le monde. D'accord ? De mes copains, ma famille, ils en pouvaient plus. J'arrivais, la première chose que je regardais, c'est s'il y avait le tri. Je regardais les repas, les choses comme ça. Enfin, l'horreur, quoi, l'insupportable. Donc, c'était l'enfer. Et un jour, après 2009, j'ai eu un petit coup de mou, on va dire, après Copenhague. J'ai fait une petite dépression. Enfin, en tout cas, j'ai touché du doigt la dépression. Je n'y suis pas tombée, heureusement, mais j'ai touché du doigt. Et là, je me suis dit, on n'y arrivera jamais. Et j'ai lâché prise. Et j'ai dit, j'ai lâché prise sur l'idée de convaincre. Et j'ai juste été dans qu'est-ce que je peux faire moi et où est-ce que je mets mon énergie. Et du jour au lendemain, mais je vous jure, du jour au lendemain, les gens venaient me demander des choses ou autres parce que je les poussais pas à faire. Et du coup, j'ai eu un déclic énorme. Et en fait, je passe mon temps maintenant à valoriser quand je vois des évolutions chez les gens, de la revaloriser plutôt que de dire ce qu'ils font pas. Voilà. Alors, ça suffit pas, c'est pas pour ça que ça réussit, mais quand j'ai découvert du coup cette démarche appréciative, et je me suis dit, en plus, on peut le proposer aux entreprises, il y a un cadre, ça existe, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, je me suis dit, mais c'est génial, parce que ça permet de donner un cadre à ça. L'idée de se dire, mais valorisons d'abord ce que vous avez fait, utilisons ça comme source d'énergie et de potentiel, et trouvons des idées pour la suite. Et ça change tout. Ça change tout. Si on revient à la fondation... tu voulais poser une question aussi. Si on revient à la fondation Nicolas Hulot, tu y passes combien de temps ? Alors, j'y passe... donc, je démarre avec eux en 2004 en bénévole. Je suis embauchée en 2007 jusqu'en 2016. Et j'en suis toujours administratrice, donc maintenant je fais partie du conseil d'administration, les anciens, ça fait mal, donc c'est toujours ma famille. Non mais j'y suis salariée 9 ans. D'accord. Et je m'engage quand je suis à la fondation, je m'occupe à la fois des relations extérieures de Nicolas et je m'occupe des nouveaux modèles économiques. Donc ce qu'on avait mis dans le pacte écologique, qui s'appelait l'économie de fonctionnalité, qui avait été proposé par Dominique Bourg dans le pacte écologique, qui m'avait c'est à peu près la seule chose que je comprenais bien, parce que ça, c'était le monde économique, donc ça, je comprenais bien. Je m'empare de ça. Je fais faire une étude avec HEC pour essayer d'imaginer ce que ça pourrait être autrement. Je participe à la création de l'Institut de l'économie circulaire, qui démarre, je sais plus, en 2007, non, 8 ou 9, je sais plus. Et puis, j'essaye de m'intéresser à tout ce qui est les modèles économiques compatibles, les plus compatibles possibles avec avec les limites planétaires. Et du coup, je m'occupe aussi des actions de mobilisation et justement de se dire comment on valorise les choses qui fonctionnent et pas que ce qui fonctionne pas. Ce qui est quand même beaucoup dans le monde des ONG en général, on passe beaucoup plus d'énergie à valoriser ce qui fonctionne pas. Donc j'y reste 9 ans jusqu'après la COP de Paris. Et après ça, je crée mon entreprise, ça s'appelle Reset the World. Très simplement. Parce que je dis qu'à un moment, il faut être ambitieux. Donc toute seule avec mes petits bras musclés, moi, je crée Reset the World. Parce que Reset the World, ça a du sens. Le reset, c'est pas le reboot. D'accord ? Le reset, c'est je remets à jour les logiciels, mais je garde le meilleur.
Je ne mets pas tout à zéro. Et donc ça, c'est ma philosophie. Et un peu d'humour aussi pour affronter les sujets qu'on a face à nous. Donc, et voilà, donc j'ai aujourd'hui cette volonté d'accompagner les gens qui ont envie de bouger. Faut pas être... j'arrête de... Enfin, moi, voilà, les murs, ça m'intéresse pas. Je leur dis, passez votre chemin, ça sera sans moi. Et puis, mais par contre, comment on peut accélérer ça? Donc et à la fois, j'ai toujours ce pied dans le monde des ONG parce que je trouve que c'est important, et de monde des ONG, de l'entreprise. Est-ce que tu vois des caractéristiques communes, justement, quand tu accompagnes ces business modèles qui se transforment et qui ont la volonté d'aller vers plus en tout cas, des modèles plus vertueux? Est-ce qu'il y a des grands points d'appui, justement, ou des forces, je sais pas comment les nommer, qu'ils ont en commun, quel que soit le business qu'ils font tourner après? Alors, pour moi, quand je vois les personnes qui sont capables de travailler sur des nouveaux modèles, parce que c'est déjà ça, les points communs, il y a d'abord au moins une personne haut placée qui a un tipping point, pour le dire, qui a un déclic en se disant degré ou de force, on sera obligé d'y passer. Voilà. Nicolas disait toujours, de toute manière, sur les sujets de développement durable, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. Donc, si ça vient par opportunité, ça vient par opportunité. Donc, il y a quand même un déclic de il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, il faut que ça soit haut placé. Parce que si c'est pas haut placé, qu'il n'y a pas de sponsor dans une entreprise, les gens qui sont plus bas, et c'est pas du tout mais c'est qu'à un moment ils rament tout seuls, quoi. Donc il y a pas de changement. Donc un vrai changement de conscience à un moment, opportuniste ou pas, à haut niveau. 2, la capacité, et ça je dirais que c'est presque le plus difficile, de s'autoriser à voir grand, à rêver grand. Parce que dès qu'on rêve différemment des modèles d'entreprise, des modèles économiques, il y a la liste entière de pourquoi c'est pas possible qui arrive. Alors celle-là, elle arrive à une vitesse, je vous en parle pas. Donc la capacité de se dire on va la laisser tomber pour l'instant. D'accord ? On verra après. On s'autorise à rêver. Et quand on s'autorise à rêver, petit à petit, alors on peut se dire... On fera rentrer les pragmatiques dans la salle une fois qu'on aura rêvé. On fera après. Voilà. Et ça, et le troisième engagement, c'est que les commanditaires aient vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Même si c'est petit. Parce que là encore, on change pas. Mais une expérimentation, quelque chose, on va au bout. Et là, il y a une capacité de création, d'innovation qui est dingue. Parce que les gens dans les entreprises ont plein d'idées. Mais il faut créer des laboratoires d'expérimentation. Donc, avoir cette capacité à rêver grand et créer des laboratoires d'expérimentation. La personne qui veut changer tout d'un coup dans son entreprise, qui a des milliers de salariés, c'est impossible. Donc, c'est pas la peine. Il faut pas faire croire aux gens que c'est possible. Mais il y a c'est très dans les tripes, quoi, quand même. C'est très dans les tripes, quelle que soit la raison pour laquelle ça va, mais de se dire, je vais être fier de ce que j'aurais fait. En tout cas, il y a cette notion de se dire, je donne les moyens d'aller au bout de la réflexion. Peut-être qu'on n'y arrive pas. Je travaille avec des entreprises où on arrive à des fins d'expérimentation qui, pour l'instant, sont pas possibles. Ça sera peut-être possible dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les marchés. Il n'y a pas voilà. Donc, mais on avance et on se dit que ça va le faire. Mais on n'a pas que des réussites, ça se saurait. Quels sont tes apprentissages et du coup, je formule mes questions de manière très positive. J'allais dire, tes plus belles fiertés dans tout ce travail que tu accomplis pendant 15 ans. Ma plus belle fierté, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais adolescente, qui voyait le verre à moitié vide avant de voir le verre à moitié plein. Et en mode manuel, parce que j'ai senti que c'était quelque chose qui était important pour moi, je me suis mis dans ce mode manuel. Genre,
je passe la première en mode manuel, à essayer de voir les choses différemment. Et de me dire, l'énergie que j'ai, moi toute seule sur cette terre où il y a des milliards de personnes, je veux faire le choix de là où je mets l'énergie. Donc mon apprentissage, c'est qu'il faut choisir ses combats. Il faut choisir sur quoi on met son énergie. Et moi, j'ai décidé de mettre, j'ai décidé, par exemple, dans les choix de mes combats, je lis très peu de choses sur les sujets environnementaux. C'est un choix. Toutes les nouvelles, bien sûr qu'on les entend, on les voit, mais je passe très peu de temps dessus. C'est un choix. Je l'assume. Mais moi, je peux pas démarrer la journée en me plombant. Donc, je prends pour acquis ce que dit le GIEC, ce que disent les gens de la biodiversité, ce que disent tout ça. J'ai pas besoin d'aller comprendre comment ils y arrivent à ces conclusions. Donc, je passe pas de temps à comprendre les enjeux scientifiques du climat ou de la biodiversité. Et je prends pas de temps à lire les mauvaises nouvelles qui nous arrivent toute la journée. Donc, c'est un choix parce que dans mon équilibre naturel, dans ma capacité à me dire que je peux être utile dans ce monde, peut-être, c'est ma façon à moi d'être. Et j'entends, mais totalement, parce que, voilà, je suis un peu une ovni dans le monde, même quand on parle avec des gens qui sont très engagés sur les sujets écologiques. Donc, je l'assume, mais je dis, moi, c'est mon hygiène de vie, quoi. C'est que je remets pas en question. Je prends pour acquis. Donc, toute mon énergie, je la mets à essayer de me dire comment on embarque, comment on peut trouver, donner envie, inspirer, donner envie aux gens d'y aller. Donc c'est mon apprentissage depuis ces années après mon down de 2009. Ma façon de remonter, ça a été de faire des choix radicaux. Et quand je parle de radicalité positive, c'est ça. C'est-à-dire que la radicalité, elle est là. On n'est pas dans de la demi-mesure. Les enjeux, ils sont radicaux et les solutions doivent être radicales. Mais ma façon d'y arriver, c'est pas par la peur, ou en tout cas, c'est pas par le fait d'en savoir encore plus de ce qui va mal. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Mais j'ai eu des discussions sans nom avec le conseil scientifique de la Fondation. Quand je jouais ce rôle, justement, de la non-scientifique, candide citoyenne, je me disais, mais moi, ne m'en dis pas plus. Tu me plombes. Donc, comprends que je prends pour acquis ce qui est dit, mais passons du temps à essayer de créer comment on peut faire autrement. Maintenant, il y a plein d'idées, plein de gens, heureusement, il y a des énergies dans tous les sens de gens qui essayent de réfléchir pour faire autrement. Bon, en 2007-2008, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait sûrement, hein. Mais on était plus en essayer de sensibiliser, de se dire coucou, il se passe quelque chose, quoi. Donc, pour moi, ce temps-là, en tout cas, c'est pas mon. Donc, mon apprentissage, c'est être conscient, en fonction de ce qu'on est, de là où on est utile et de l'assumer. Moi, j'assume que je ne lis pas toutes les horreurs scientifiques du monde. Voilà, c'est pas les horreurs scientifiques, mais c'est les nouvelles, pardon, les mauvaises nouvelles approuvées par la science, etc. C'est mon choix, c'est mon apprentissage principal. Pourquoi tu quittes la fondation pour créer ton entreprise? Alors, je quitte la fondation parce que j'ai envie d'accompagner les entreprises plus. Bon, j'ai envie de tenter l'aventure de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. J'ai envie d'être... parce que c'est bien de dire, mais c'est bien de faire aussi un peu. Alors, je suis dans le conseil, donc c'est facile de dire non, dans le conseil, dans l'accompagnement. Mais il y a un moment, j'ai envie d'être pas que dans celui qui dit, mais d'être aussi dans celui qui est, même si c'est une petite entreprise, avec un nom très ambitieux, mais de travailler avec des entreprises, d'en voir les difficultés. Et puis, oui, d'avoir cette
expérience de l'entrepreneuriat, avec toute la peur que j'avais de me lancer. C'est une nouvelle aventure, c'est une façon de faire différemment, c'est une façon de créer différemment. En fait, j'avais envie de créer. Moi, j'adore créer, j'adore imaginer les choses. Je me lasse assez vite quand c'est toujours la même chose. Et donc, c'était un challenge. Voilà. Et puis on était après la COP. On était en 2015, on a eu la COP. C'était waouh, truc de dingue. Et donc, du coup, j'avais envie d'accompagner le mouvement, on voyait qu'il y avait des choses qui se passaient après les accords de Paris. En tout cas, dans les têtes, dans les consciences, donc j'avais envie d'être là aussi pour peut-être auprès d'autres personnes. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie. T'as un conseil aux dirigeants ou dirigeantes qui nous écoutent et qui se dit j'ai envie d'aller affronter un peu et d'avoir le courage de potentiellement soit aller voir mon actionnaire et de proposer un projet différent, soit je suis moi-même dans une capacité de décider, donc de porter un projet différent. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Alors peut-être le premier conseil, serait d'acheter un joli cahier, des jolis feutres de couleur, et de faire un cahier de réussite. Ah, c'est marrant. Antoine Baron, mon ami Antoine, je suis rentré dans un de ces cercles d'entrepreneurs engagés, et c'est ce qu'il nous a offert en début de session, puisqu'on travaille sur le leadership éthique, et il nous a offert un super cahier, et il nous a dit, tous les soirs, vous mettez un truc que vous avez réussi. Moi, je tente de le faire, parce que j'y arrive pas tous les soirs, mais effectivement, tu te couches sur une note qui est un peu différente que quand tu as passé une journée pourrie, ou quand c'était compliqué, ou quand tu t'es fait bananer un peu partout. Et alors, c'est assez marrant. Et ça produit vraiment des effets très positifs. Hyper positifs. Et alors, ce beau cahier, alors j'ai fait le leadership éthique, donc je vois bien de t'en parler. Ce cahier, au verso du cahier, tu fais le cahier des rêves. Et tu te mets un temps pour toi assez régulièrement. Alors, je n'y arrive pas du tout tous les jours non plus. Mais je l'ai fait longtemps. Et le cahier des rêves, c'est tous tes rêves, toutes les idées les plus folles que tu as, qui te passent par la tête. Pour toi, pour le monde, pour n'importe qui, tu les écris. Et ça a un côté extrêmement... alors d'abord... donner de la confiance en soi quand on relit les réussites que l'on a écrites. Et la réussite, ça peut être dire, tiens, je sais pas, cette personne qui me faisait la tête tout le temps, aujourd'hui, elle m'a souri. Et c'est une réussite, tu vois. Enfin, on change pas le monde tous les jours. On reset pas le Word tous les jours. Mais, ça. Et deux, les cahiers des rêves, tu te rends compte quelques années après que tes rêves, il y en a beaucoup que tu accomplis. Quand même. Où il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, ça te donne de la confiance. Parce que pour avoir le courage dont tu parles, pour aller convaincre, il faut avoir confiance en soi. C'est clair. Et ça, c'est pas intellectuel. C'est dans les tripes. Donc, et c'est pas rationnel, la confiance en soi. Donc, pour moi, un cahier de réussite et un cahier de rêve, ça permet d'abord d'avoir ce premier ancrage pour soi. Évidemment, après, de le faire avec son entreprise. En famille, ça marche super bien. Les cahiers de réussite en famille, une fois par semaine, pour dire c'est quoi les réussites de la semaine, je veux vous dire. De la famille en famille, c'est génial. En famille, mais les réussites de chacun ou les réussites tous ensemble de la aussi, famille une fois par semaine, regrouper. Les deux, les deux. Les célèbre enfants, la réussite des autres. De quoi tu es le plus fier cette semaine Parce que tous les jours, c'est un peu lourd. Donc, mais voilà. Donc, confiance en soi. 2, faire le choix mais ça, c'est mon truc, de lire des choses inspirantes, rencontrer des gens inspirants, plutôt que des gens qui plombent et des histoires qui plombent. Mais voilà. Parce que si on veut être inspiré, faut aller faire l'Ulteria Tour. Mais oui. Vous verrez, c'est un shoot de bonheur. Voilà, mais exactement. Il faut des choses comme ça. Il faut voir que c'est vrai que c'est possible, qu'on n'est pas seul. Parce que on peut vite se dire qu'on est seul. Donc,
faire les choix en fonction de ce qu'on est. Si on est des scientifiques, on a besoin de comprendre tout dans le détail, il faut prendre ce temps pour comprendre tout dans le détail. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si on veut trouver de l'inspiration, si on veut trouver de la confiance en soi, il faut faire ce qu'il faut pour ça. Donc il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp dans ce qu'on fait, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on regarde, dans qui on rencontre. Et puis rêver. Rêver grand. Il n'y a pas de doute. Il faut rêver grand. Ceux qui n'ont pas rêvé grand, on va pas raconter des histoires de gens ou d'entreprises qui n'ont pas voulu rêver grand. C'est fini. Hein. Donc il faut rêver. Et après, moi ce que je dis tout le temps, après les problèmes ils arrivent très vite. Hein. Pourquoi on n'y arrivera pas, alors là, pas de souci. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine d'y passer beaucoup de temps. On va passer déjà du temps à rêver et à se convaincre que c'est possible. Donc oui, moi je crois qu'il faut avoir confiance en soi. Confiance dans sa capacité de se dire qu'on ne sait pas. S'appuyer sur des transformations réussies. Désolée de reparler de cette histoire du Covid, mais pour moi c'est un exemple. J'aurais pas dit que ça serait, mais pour moi je l'utilise tout le temps. Regardez, si vous êtes chef d'entreprise, passez du temps avec vos salariés, avec votre équipe pour savoir comment vous avez réussi ce challenge de dingue. Comment vous avez réussi? Donc, vous êtes capable. Donc oui, moi je crois qu'il faut aller puiser dans les expériences réussies. Dans sa vie, on a des transformations. Vous parliez tout à l'heure de temps qui sont différents, qui sont... on passe par des moments dans des périodes de transformation, on passe des moments, on sort de sa zone de confort, c'est pas confortable. On en sort quelque chose, on sait qu'on en sortira quelque chose. Donc, puisez là où vous avez déjà sorti dans vos zones, dans toute sa vie, on a eu des zones de transformation dingues. Donc, il faut se réécrire ça, se réécrire cette histoire, se replonger dans ces histoires et aller puiser là où on a ses forces. C'est la plus grande richesse qu'on a. C'est ça. C'est ce qu'on a réussi à faire. Anne, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la Heart Leadership University? Oui, la Heart Leadership University, c'est un très beau projet qui a été initié par Jean-Noël Torel, qui est le créateur de Bioderma, et qui a pour objectif, là aussi c'est très simple, c'est tellement simple que c'en est déroutant, mais de se dire, il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de ce qu'on appelle toute l'éducation pour les dirigeants, qui est axée sur la technique. Comment mieux manager, même, mais de façon technique. Toutes les skills, comme on dit, des dirigeants sont axés sur le faire, quasiment. Et très peu sur l'être. Et tout ce qu'on dit depuis tout le temps, c'est de dire que des gens qui sont inspirants, des gens qui sont convaincants, c'est des gens qui sont des gens inspirants et qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec leur tripes et qui dirigent avec leur cœur et leur tripes. Et ça, dans le monde du leadership actuel, on en parlait tout à l'heure, c'est pas ce que l'on valorise. Donc cette université, elle a pour objectif, pour des dirigeants, de leur permettre de s'autoriser à développer ces compétences-là qu'ils ont, que tout le monde a, mais qu'on peut se permettre de développer différemment. C'est pas du développement personnel, c'est du développement en tant que dirigeant pour oser rêver grand, oser aller puiser dans ses tripes, son cœur, pour emmener son entreprise différemment. Donc c'est une université qui est très spéciale par rapport à tout ce qui est le développement personnel, important pour pas du tout dire que c'est pas important, ou le développement technique de tout ce qui est leadership. C'est vraiment aller puiser, autoriser et permettre les dirigeants à valoriser quelque chose qu'ils ont en eux pour changer leur boîte. Voilà. Donc on est très pragmatique. C'est dans un lieu physique ou non, c'est digital? C'est à la rencontre. C'est à la rencontre de lieux inspirants, de gens inspirants. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés ultérieurement à Tours, puisque on a une session sur la gouvernance
de la Heart Leadership University qui se trouve qui est chez Ilteria, hein, et Alexis est un des acteurs qui inspire évidemment dans ce module-là. Voilà, il y a 8 modules pour les dirigeants et c'est un projet qui est lancé, que j'ai quitté parce que pour d'autres projets, mais qui est un très beau projet. Enfin, c'est plus qu'un projet d'ailleurs, c'est une très belle non, c'est plus un projet, c'est une université. C'est très concret. Qui existe. Avec une baguette magique, tu fais quoi? Avec une baguette magique, je donne le sourire aux gens et leur donne la confiance en eux pour aller vers l'inconnu. Voilà. Avec le sourire, parce que sans le sourire, c'est impossible. Ça, c'est sûr. J'en suis sûre. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Anne, on te laisse le mot de la fin. Merci. Merci d'abord, merci de m'avoir invitée. Merci de faire ce que vous faites et d'inspirer ces tipping points. Je vous le disais en intro, juste avant, mon rêve, il y a très longtemps, c'était de demander aux gens à chaque fois, c'est quoi ton déclic? Et vous l'avez fait, alors. Et en plus, vous m'avez invitée. J'en suis très honorée. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. C'était un super moment. En tout cas, tu m'as redonné le sourire. Génial. Que j'avais perdu aujourd'hui, malheureusement. Mais je vais pouvoir mettre ça dans mon petit cahier de réussite ce soir. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!